Nous avons donc la joie et l'extrême plaisir de recevoir ce soir une collègue, éminente collègue qui nous vient de l'Agence nationale de la recherche, Martine Granier-Rizet, donc qui est directrice de la stratégie numérique et des données Agence nationale de la recherche, et qui a fait partie de la même promotion que moi, Irène Joliot-Curie, de l'IHEST. Donc nous avons cette affinité-là, et c'est parce que vous avez rencontré d'autres personnalités de l'IHEST, mais qui étaient d'autres promotions, et donc nous avons ce point commun. Il y aura également Laurent Bally, qui viendra dans 2 séances, qui lui viendra aussi nous parler d'un autre sujet, mais qui est lié de temps en temps avec l'ANR. Hein, ça peut être lié, ça peut, ou pas, ça dépend. Les SAT, et ça c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ce sont des débouchés professionnels certains. Alors donc, aujourd'hui, tu viens nous parler d'un sujet que nous avions défini, mais qui est assez ouvert, puisque tu viens nous parler de la science ouverte, et tu viens nous parler, suite à l'intervention la semaine dernière d'Annie Loucotte, de la science ouverte et une science ouverte pour le bien commun. Voilà, donc on a maintenant, on sait de quoi on parle quand on mentionne la notion de bien commun. Eh bien, avec Martine, nous allons bientôt découvrir ce qu'il en est au niveau de la recherche, et notamment par rapport à ces mécanismes et à la façon dont elle s'étend dans le monde de la recherche. Voilà, donc l'intervention au début rejoint cette intervention-là. Le professionnel et la recherche à l'université sont liés. Place à la recherche. Je ne sais pas si je dois prendre le micro, c'est mieux? Très bien. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci à Yann de me donner la possibilité de parler un petit peu de ce vaste sujet de la science ouverte. Alors, prenez pas peur, hein, j'ai dit science ouverte en 52 slides ou en fait quelques mots sur ce qu'on appelle la diffusion et le partage des savoirs. Je trouve que cette notion de partage des savoirs, c'est un joli concept justement. Juste pour vous donner quelques éléments, donc on partira depuis le début. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la science ouverte, ça a démarré au moment où l'Internet et le numérique a émergé. On va voir pourquoi est-ce qu'on parle de science ouverte, pourquoi est-ce qu'il faut que la science soit ouverte, après tout. Alors, la notion de bien commun, je sais que vous l'avez déjà abordée, donc peut-être je ne l'aborderai pas complètement, mais on y reviendra peut-être. Vous donner un peu quelques éléments de ce mouvement de science ouverte. Ce qui est vraiment intéressant de savoir, c'est que c'est un mouvement qui est parti des communautés, en fait, des communautés de chercheuses et de chercheurs. Et en 20 ans, eh bien, on est allé vers un véritable institutionnalisation, on va dire, un vrai portage politique de ce concept. Quelques mots sur l'édition scientifique. Alors, c'est vrai que c'est propre au monde de la communication scientifique, des gens qui publient, mais peut-être certains d'entre vous déjà ou dans quelques temps seront confrontés aux publications. Un mot également sur la science ouverte et l'évaluation de la recherche. J'y reviendrai pour vous expliquer en quoi c'est intimement lié en fait. Et puis on terminera par voilà, la science ouverte aujourd'hui, donc en fait 30 ans après, une définition, un concept qui s'est largement élargi. Alors, on va commencer très classiquement par une définition qui est celle de ouvrir du plan national pour la science ouverte, qu'on retrouve dans le site Ouvrir la science. C'est la diffusion donc sans entrave des résultats, des méthodes, des produits de la recherche scientifique. Et c'est un concept important, c'est un élément important, elle s'appuie sur l'opportunité que représente donc la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et, lorsque c'est possible, aux données, au code source et à toutes les méthodes de la recherche. Voilà, c'est donc une première définition. Ça recouvre en fait énormément de notions, ce qui est
intéressant dans cette taxonomie là de Foster, c'est de voir que ça recouvre des termes que vous avez dû peut-être déjà voir passer, comme l'open access, l'open data, les notions de reproductibilité, les notions de bibliométrie, etc. Donc ça recouvre pas mal de notions. Je voudrais revenir, partir un peu du point de départ. Le point de départ, c'est vraiment la naissance d'Internet et du numérique, c'est-à-dire donc il y a 30 ans, hein, c'est 1989, et qui a vraiment été une rupture, hein, un véritable tournant dans la diffusion et l'accès au savoir. Pourquoi ? Oui, c'est très simple. Hein. Avant, on allait dans des bibliothèques. J'imagine que vous y allez toujours, bien entendu. Et puis, quand on avait besoin d'un document, on le photocopie ou on demande, notamment donc à l'INIST, hein, donc c'était la mission de ce qu'on appelait des tirés à part. Je pense que on peut dire que les tirés à part, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus beaucoup, cette notion. Et puis, l'Internet est arrivé. Et aujourd'hui, eh bien, j'imagine que vous accédez à l'information très majoritairement, évidemment, par vos portables, que ce soit vos ordinateurs ou aussi le téléphone. Donc ça a vraiment lancé en fait une réflexion, hein, sur cette diffusion, hein, et cet accès au savoir, et ça a engendré le fait de repenser complètement, hein, la communication scientifique. En tout cas, déjà de par les chercheuses et les chercheurs eux-mêmes. Donc très rapidement, hein, 2 ans après, 1991, eh bien, il y a un pionnier de l'accès ouvert, hein, c'est M. Ginsberg, qui a pensé que c'était utile de déposer des termes, des articles avant même qu'ils soient soumis, hein, ce qu'on appelle, hein, maintenant des préprints, dans un entrepôt, hein, donc dans une archive qui s'est appelé Archive. En plus, par la suite, ça a été repris par, et c'est toujours, hein, par Cornell University. Voilà, pour commencer à diffuser justement, hein, ces savoirs autrement. Alors, Archive, c'était au départ vraiment pour les articles, hein, de physique, hein, puis de mathématiques, d'informatique, etc. Et ça a d'ailleurs donné naissance depuis à BioArchive pour les données, les articles biomédicaux, etc. Il y a eu également, et ça c'est vraiment les textes fondateurs pour dire, voilà, il faut que la science soit plus ouverte. Alors on a l'initiative de Budapest 2002, vous voyez que ça a quand même pris encore un peu de temps, hein. Dans ce texte, donc c'est la première fois qu'il y a 2 stratégies qui apparaissent. D'une part, ce qu'on appelle l'auto-archivage. Alors, l'auto-archivage, c'est le fait d'aller déposer sa publication dans un entrepôt, dans une archive, et des revues alternatives, hein, qui permettent, hein, que les articles soient en accès ouvert. Voilà, et donc ça préfigure, hein, ce qu'on va appeler plus tard la voie verte, la voie dorée, je vais y revenir. Très rapidement après, il y a la communauté, hein, biomédicale, qui a renforcé un peu ça avec la déclaration de Bethesda. Donc ça, c'était en juin 2003. Elle définit ces 2 conditions que doivent remplir donc les publications scientifiques pour être en libre accès. Un droit gratuit, irrévocable d'y accéder, copier, utiliser, distribuer et réaliser des œuvres dérivées. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans une étape, hein, plus loin. Et donc, le fait de déposer dans une archive ouverte qui assure donc
non seulement le libre accès, mais aussi l'interopérabilité. On verra que c'est évidemment surtout important pour les données de la recherche. Et puis donc l'archivage à long terme. Il y a aussi cette notion de patrimonial qui est bien sûr bien ancien avec les bibliothèques. On va pas remonter à la bibliothèque d'Alexandrie, mais avec l'Internet, ça a pris une toute autre dimension. Et puis, la déclaration de Berlin, c'est aussi en 2003. Ah oui, je crois que j'ai fait une erreur, c'était avril 2003 pour Bethesda. Juin 2003 pour la déclaration de Berlin. Et là, eh bien, en fait, elle élargit cette notion d'accès ouvert à toutes les œuvres et données issues d'un travail de recherche. Et en fait, elle l'élargit à l'ensemble des champs disciplinaires. Donc pas uniquement le domaine biomédical. Voilà, c'est vraiment trois textes tout à fait fondateurs et qui émanent donc elles-mêmes des communautés de recherche. La déclaration de Bethesda, donc c'était avril 2003, c'est au siège de l'Institut médical Howard Hughes donc aux États-Unis. Qui a eu cette discussion au sein de cette communauté de recherche biomédicale sur comment faire pour atteindre aussi rapidement que possible cet objectif qui était donc partagé par la communauté d'offrir cet accès ouvert à la littérature scientifique. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut que tout soit partagé, accessible, etc. Alors, déjà pour des questions d'équité d'accès, d'inclusion. Alors, je reprends des exemples qui sont très très souvent cités, notamment par Marin Dacos, qui est le coordinateur des sciences ouvertes au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on parle des abonnements aux revues et qu'on regarde sur l'année 2008, eh bien, une université prestigieuse comme Harvard a accès à presque 100 000 revues. L'université de Yale, déjà de l'ordre de 20-25% en moins. Et puis, si on regarde le plus riche des instituts indiens, l'Indian Institute of Science, eh bien, c'est quasiment 10 fois moins. Ça veut dire que un pays comme l'Inde a accès à 10 fois moins, en 2008, avait accès à 10 fois moins de revues. Bien entendu, pour des raisons économiques, les abonnements coûtent cher et j'y reviendrai. Voilà, au passage, un livre aussi fondateur de Peter Zuber qui s'appelle L'Accès ouvert et qui est un livre de référence. Donc pour cette équité, alors équité pourquoi ? Est-ce que tout le monde a envie de lire de la littérature scientifique ? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Là, ce que vous voyez, vous connaissez tous, j'imagine, Sci-Hub, ça a fait grand bruit évidemment, puisque c'est un site qui permet l'accès à l'intégralité de la littérature scientifique, tout à fait de façon illégale, il faut le dire. Et donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qui télécharge de façon donc pirate ces articles. Mais en fait, c'est tout le monde, c'est tout un chacun. C'est pas uniquement la population des chercheurs et des chercheuses, c'est partout dans le monde, d'une part, et puis tout le monde, on y reviendra. Une notion que j'aime beaucoup, que je reprends de Marin Dacos, de nouveau. Vous pourrez voir sa présentation aussi sur la science ouverte sur le site de la MSH. Il parle du lecteur inattendu.
Je trouve que c'est un concept intéressant parce que, voilà, on se dit, la littérature scientifique, bon, ben voilà, ça doit être lu, accessible aux communautés scientifiques. Et en fait, bon, là, c'est un peu une boutade, mais néanmoins, voilà, cette dame âgée, ben voilà, elle a dans les mains Charlie Hebdo. Peut-être qu'on ne pense pas que cette dame est susceptible de lire Charlie Hebdo. Voilà, ce que l'on essaye de montrer, et les défenseurs, les promoteurs de la science ouverte, c'est qu'en fait, il y a énormément de lecteurs inattendus de la littérature scientifique. Et d'autant plus maintenant, je pense qu'avec la crise que nous venons de traverser, la crise sanitaire, la pandémie de 2020-21, ben on s'est rendu compte que tout un chacun, un citoyen, citoyenne, avait besoin de se renseigner, d'accéder à de la littérature scientifique, c'est-à-dire pas uniquement des écrits peut-être moins fiables, mais vraiment d'aller au bout et regarder des véritables travaux de recherche. Voilà, l'autre petit exemple là, sur cette photo, en fait, c'est, voilà, Maranakos explique que y a un article qui a été lu, je sais pas, plusieurs milliers de fois, parce que il donne dans cet article la recette d'une soupe médiévale censée justement en temps de pénurie assurer votre survie, et tout d'un coup il y a eu un engouement pour cet article. Donc pour les lecteurs inattendus. Et puis, et là on revient sur peut-être côté des communautés de recherche, pour être davantage cités, en fait, parce que ce dont on se rend compte, chiffres à l'appui, c'est que les articles en accès ouvert sont davantage cités. Avec la citation, pour un chercheur, c'est quelque chose d'important, c'est une reconnaissance bien sûr de ses travaux. Donc, on a pu voir que c'était un article en accès ouvert et cité environ 40 à 47% de chances de plus d'être cité. Évidemment, parce qu'il y a une plus large audience, et aussi dans cette étude, eh bien, on voit que l'audience totale de la revue est d'autant plus faible que ce qu'on appelle la barrière est longue, c'est-à-dire que si l'article n'est pas tout de suite en accès ouvert, eh bien, il va peu à peu perdre de son intérêt. On parle aussi du cycle de vie en fait, d'un article. Typiquement, le cycle de vie d'un article en biologie, c'est très court. En revanche, le cycle de vie en sciences humaines et sociales est beaucoup plus long. Et puis enfin, eh bien, il y a un véritable enjeu. L'enjeu, c'est d'avoir une recherche de meilleure qualité. Ce mouvement de la science ouverte, eh bien, il vise à construire un écosystème dans lequel la science sera plus cumulative. Pourquoi plus cumulative? Parce que, évidemment, les recherches, on est complètement dans un processus cumulatif. On bénéficie de ce que les autres ont fait, et puis on va aller plus loin, essayer d'apporter à chacun une petite pierre et d'aller plus loin. Et c'est évidemment rendu possible que si l'on a accès à cette information, plus fortement étayée par les données, si les données sont accessibles, plus transparentes. Et je pense que on a aussi vécu un peu une crise de la confiance dans la science. Plus rapide, donc, la science ouverte, c'est un accélérateur aussi de la recherche, et d'accès, donc plus universel, c'est ce que l'on souhaite. Alors, et puis là, c'est un principe aussi un peu, on va dire, de base, un véritable principe. La recherche, au moins la partie de la recherche qui est financée sur fonds publics, eh bien, doit revenir au public. Voilà. On est financé sur des fonds publics, et donc il paraît logique que ce soit accessible à toutes et à tous, au plus grand nombre. Alors,
je vous le disais tout à l'heure, ce mouvement de sciences ouvertes, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il a été complètement impulsé par les communautés de recherche. Et puis, peu à peu, eh bien, les instances politiques s'en sont saisies, l'ont relayé, l'ont donné bien sûr un écho important et ont impulsé et ont renforcé le mouvement. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir ce portage politique international aujourd'hui. Je vous le disais tout à l'heure, 2002, l'initiative de Budapest, 2003, la déclaration de Bethesda et la déclaration de Berlin. 2016, c'est la présidence néerlandaise du Conseil de l'Union européenne et qui produit ce Call for Action on Open Science, donc Amsterdam. La loi pour une république numérique, là on est en France et je vais y revenir. 2018, c'est ce qu'on a appelé Coalition S, Plan S, je vais y revenir, demandant à ce qu'il y ait un accès intégral, la publication intégrale et immédiat aux articles. Et puis, le début de 2 plans nationaux, donc un premier plan national pour la science ouverte, donc qui émane du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et un deuxième en 2021. Et je vous le disais, peu à peu, vous voyez cette un peu institutionnalisation et ce portage politique fort. 2021, ce sont les recommandations de l'UNESCO sur la science ouverte, je vais y revenir, et les conclusions du Conseil de l'Union européenne. Côté données, une politique des données, des algorithmes et des codes sources qui est publiée en 2021 et en 2022 le lancement de la grande plateforme recherche.data.gouv qui vise à avoir un écosystème au service du partage et de l'ouverture des données de la recherche. Alors je voudrais juste revenir sur le cadre législatif, parce qu'un cadre législatif, eh bien, ça aide bien. Ce cadre législatif, on nous l'envie un petit peu sur ce volet sciences ouvertes. C'est donc la loi pour une république numérique d'octobre 2016. Et peut-être pour l'histoire quand même, donc lorsque Axel Lemaire a lancé cette discussion, en fait, c'est la première loi qui a été vraiment construite en mode participatif. Donc là, vous le voyez, 40h30 de débat en séance publique. Il y a eu donc un nombre d'amendements déposés. Et donc, le Sénat adopte en première lecture et avec des modifications ce projet de loi pour une république numérique. Ça, c'était en mai. Ensuite, elle a été votée en octobre. Il y a 2 volets qui sont intéressants pour ce qui concerne la science ouverte. C'est le volet donc, sur les publications qui instaure un nouveau droit pour les auteurs. Donc c'est le fameux article 30, qui va donner un droit aux auteurs de publier en accès ouvert leurs articles avec au maximum ce que l'on appelle un embargo, je vais y revenir, de 6 à 12 mois. En fait, c'est 6 mois pour les sciences techniques et médecine, et 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Lorsque les recherches sont financées au moins 50% sur fonds publics. Donc elle crée ce droit. Qu'est-ce que c'est qu'un embargo ? L'embargo, eh bien, c'est ce que impose un éditeur dans le contrat qu'il vous fait signer lorsque vous soumettez une publication, c'est que cette publication ne soit justement accessible à tous que 6 mois après ou 12 mois après sa publication. Donc pendant 6 ou 12 mois, seuls ceux qui auront payé auront accès à l'information contenue dans votre publication. Et puis sur le volet des données, c'est un nouveau devoir pour les établissements. C'est l'article 6 qui définit un principe d'ouverture par défaut
pour les données administratives, données construites donc dans le cadre des missions de service public, voilà, que l'ANR publie justement des données relatives au projet qu'elle finance. Et les données de recherche donc, appartiennent entrent dans ce cadre-là. Ça crée donc une obligation. Voilà. Cette loi pour une république numérique, elle contient beaucoup d'autres articles et elle a aussi vraiment pour objectif d'élaborer une véritable politique publique de la donnée. Voilà, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là. Alors, je vais faire un petit focus quand même sur les textes et puis la politique publique en France, avec donc le plan national. Donc le plan national, il date de juillet 2018. Son papa, donc c'est Marin Dacos, au ministère chargé de la recherche. Et le premier plan national, il est élaboré en trois axes. Un premier axe qui dit généraliser l'accès ouvert aux publications et qui définit justement la recherche scientifique est un bien commun que nous devons partager avec tous. Un deuxième axe qui concerne cette fois-ci le volet des données de la recherche. Les données de la recherche sont la matière première de la connaissance. Les partager, c'est ouvrir de nouvelles perspectives scientifiques. Et le troisième qui est qu'il faut s'inscrire dans une dynamique durable, européenne, internationale. Je crois que s'il y a un concept peut-être partagé entre la recherche et l'art, je ne sais pas Yann, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Si on n'a pas tout de suite une envergure internationale, voilà, la recherche ne considère pas les frontières dans ses travaux. Donc, la France s'engage pour que la science ouverte devienne la pratique quotidienne, par défaut, des chercheurs. La France s'engage pour que les résultats de la recherche scientifique soient ouverts à tous, chercheurs, entreprises, citoyens, sans entrave, sans délai, sans paiement. C'est très ambitieux. On verra que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Le deuxième plan national, donc qui lui couvre la période 2021-2024, il est toujours sur le premier volet qui est l'accès ouvert aux publications. Donc là maintenant il s'agit de généraliser l'obligation de publier en accès ouvert, de soutenir les modèles économiques d'édition, je vais y revenir. On voit arriver une notion nouvelle qui est favoriser le multilinguisme et la circulation des savoirs scientifiques par la traduction des publications des chercheurs français. Ça, c'est un concept, cette notion de multilinguisme en sciences, qui voilà, est pourtant très ancien, mais qui est en train d'émerger de nouveau. C'est le fait de pouvoir accéder aussi à l'information dans sa langue. Et produire de l'information et de la littérature scientifique dans sa langue notamment. Bon, ça recouvre plein d'autres choses, mais voilà. Également structurer, partager et ouvrir les données de la recherche. Donc là, il y a toujours les trois volets. L'obligation de diffusion des données de la recherche financées sur fonds publics, autant que faire se peut. Là, on est dans un concept qui est autant que possible. Créer, donc recherche-data.go, on verra que donc, ça a été fait, et l'adoption de la politique des données, comme je le disais. Deux autres axes qui concernent cette fois-ci quelque chose qui est de plus en plus complètement intégré dans le quotidien des chercheurs, c'est les codes sources et logiciels produits par la recherche. Voilà, dans ce deuxième plan national est intégré la valorisation, le soutien de la diffusion sous licence libre des codes sources qui pourront être repris et donc définir, promouvoir une politique en matière de logiciels libres. Et donc,
enfin, transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par défaut. Développer, valoriser les compétences de la science ouverte. Je vais y revenir parce que c'est justement le rapport qu'on a avec l'évolution de l'évaluation de la recherche et des chercheurs et des chercheuses. Voilà, et puis tripler le budget parce qu'on sait que c'est quand même le nerf de la guerre. Un petit mot peut-être quand même rapidement sur les engagements de l'ANR en faveur de la science ouverte. Je me rends compte que peut-être que vous connaissez tout simplement pas l'Agence nationale de la recherche. C'est une agence sous tutelle du ministère de la Recherche et qui fait donc du financement de projets de recherche. Donc, les organismes, les universités, les écoles, eh bien, déposent des projets de recherche. Et du coup, ça me permet peut-être aussi de vous dire qu'il y a depuis 2 ans maintenant un programme qui s'appelle Science avec et pour la société et qui propose donc des appels à projets qui intègrent justement des acteurs de façon beaucoup plus large que la communauté scientifique et notamment aussi justement les disciplines artistiques sont tout à fait mobilisées dans ces appels. Les engagements de l'ANR en faveur de la science ouverte, je ne vais pas m'étendre dessus. Ce qui est intéressant dans la politique que l'on a mis en œuvre à l'agence, c'est une approche progressive. C'est-à-dire l'objectif, c'était d'abord d'être dans des recommandations et puis peu à peu d'aller vers davantage d'obligations sur le dépôt des articles liés au projet que l'ANR finance. Voilà. Peut-être quelque chose à redire. Ce qui est important, c'est qu'un chercheur soit toujours libre, absolument libre, de publier dans la revue ou le journal de son choix. Et on va lui donner les moyens de conserver cette liberté. Donc, lorsque l'on participe à un projet ANR, eh bien, le coordinateur ou la coordinatrice de ce projet s'engage à ce que le texte intégral des publications scientifiques qui en résultent soit déposé dans une archive. Et on a une archive ouverte nationale qui s'appelle HAL en France. Et ce, justement, au plus tard, au moment de la publication. Voilà, donc c'est cette approche concertée. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement donc, l'ANR a cette politique en faveur de la science ouverte, mais travaille en très forte concertation avec les autres agences de financement qui sont des agences plus thématisées. L'ADEME, vous connaissez peut-être sur la transition écologique, et puis des agences plutôt en santé, l'Institut national du cancer, la NRS-MIE sur les maladies infectieuses émergentes, ou l'ANSES également. Donc voilà, on a fait une déclaration conjointe pour dire qu'on est tous mobilisés en faveur de la science ouverte et avec justement des principes communs. Voilà un peu, ça c'était tout le paysage un petit peu politique publique qui sous-tend quand même tout ce qu'il fait. Alors maintenant je vais passer à un point peut-être plus très concret, c'est justement le sujet de l'édition scientifique. Pourquoi est-ce qu'on appelle justement à cette ouverture? Pourquoi est-ce que l'on dit qu'il faut un accès immédiat, sans paiement, etc. On va voir que l'édition scientifique, eh bien c'est un modèle qui est aujourd'hui qui est vraiment en crise. D'une part parce qu'on demande aux auteurs de céder leurs droits à l'éditeur lorsqu'il signe un contrat d'édition. Par ailleurs, on sait qu'on a une concentration importante des éditeurs spécialisés. En gros, il y a un peu plus de 40% de l'édition scientifique qui est détenue par 3 éditeurs.
On a vu, et on va le voir, une augmentation du prix des abonnements absolument colossale, prix des abonnements, et puis APC, je vais y revenir. Et puis, et c'est là aussi le lien avec l'évaluation de la recherche, les chercheurs sont de plus en plus évalués sur le nombre de publications, dans quelle revue ils publient, et sans parfois s'intéresser à la publication elle-même, mais davantage à la renommée, la réputation de la publication. Et donc, des indicateurs, on appelle ça des indicateurs bibliométriques qui constituent en fait véritablement un diktat. Les modèles économiques de l'édition scientifique, juste peut-être pour essayer de simplifier les choses. Il y a deux modèles. Le modèle ancien, c'est ce qu'on appelle le modèle lecteur-payeur, c'est-à-dire il faut être abonné pour lire un article. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Harvard, presque 100 000 abonnements de revues, l'Institut indien, plutôt 10 000. Donc il faut être abonné, sinon on ne peut pas lire. On ne peut pas accéder à la littérature scientifique. Comme on a dit, ce modèle, il n'est absolument pas soutenable, éthique. Eh bien, les éditeurs, qui ont beaucoup d'imagination, ont proposé un autre modèle qui, on a appelé le modèle auteur-payeur, où là, il faut payer pour que sa publication soit en accès ouvert. Donc on renverse évidemment les choses. Voilà, c'est ce que vous voyez ici avec ce qu'on appelle les APC, c'est pour Article Processing Charges. Ce sont des montants qui sont donc demandés. Alors bien entendu, c'est pas le chercheur qui paye lui-même, mais c'est son université, son laboratoire, son école qui paye pour pouvoir avoir ces articles en accès ouvert. Puis il y a quand même une autre voie qu'on appelle la voie diamant. Et ça, c'est un modèle qui, on pourra y revenir, est amené à être soutenu et développé, qui est un modèle sans frais, ni pour l'auteur, ni pour le lecteur. Alors, bien entendu, il faut bien qu'au final, il y ait quand même quelqu'un qui paye. Eh bien, ce sont les institutions qui, collectivement, soutiennent financièrement pour que ce modèle puisse exister. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais voilà un peu schématiquement les modèles et les routes donc pour aller ce qu'on appelle vers le libre accès. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la voie verte. C'est donc le fait, du coup, pour que son article soit accessible, c'est l'auto-archivage que j'évoquais tout à l'heure, donc le déposer dans une archive. Et puis, ce qu'on appelait la voie dorée, eh bien, c'est ce modèle où c'est auteur-payeur avec le paiement d'APC. Alors, quand même quelques estimations de ce qui se produit et de cette inflation des coûts de publication. Une estimation des dépenses totales en France en 2020, ça vient d'une étude de Couperin. Vous voyez, les abonnements, ça représente 87,5 millions d'euros. Et les dépenses, justement, dans ce qu'on appelle APC, ça représente aujourd'hui 30 millions d'euros. Donc les coûts pour accéder à cette littérature et permettre donc à tout à chacun d'accéder à cette littérature, c'est plus de 100 millions d'euros chaque année. Par exemple, un exemple, là vous avez donc il y a un site qui s'appelle OpenAPC qui permet de monitorer justement les coûts. L'INSERM, l'Institut de la recherche médicale, dépense plus de 7 millions d'euros chaque année pour accéder à la littérature scientifique, c'est-à-dire pour que ces chercheurs puissent travailler dans de bonnes conditions. C'est ça qu'il faut voir.
vous supprimez ces accès et les chercheurs de l'INSERM ne peuvent plus accéder. Le CNRS, à peu près du même ordre, 7 millions d'eux, et puis etc. Et puis, vous voyez, après, il y a des universités, des écoles qui ont évidemment moins de moyens. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment cette inflation, une augmentation énorme. Ce qui n'est pas très compréhensible, c'est que dans le monde d'avant, eh bien, les éditeurs, ils avaient un travail d'impression des tirés à part, d'envoi des tirés à part, etc., qui pouvait quand même justifier certains coûts. Le numérique, normalement, est censé avoir permis une réduction des coûts et de fabrication des articles. Et en fait, c'est le contraire qui s'est produit. Il y a eu une augmentation très importante des coûts de publication. Et donc, il y a eu une étude mandatée par le ministère, le MESR, auprès de data-activistes, qui, pour voir un peu quel est prédire un petit peu ce qui va se passer dans les années à venir. Donc, c'est là que l'on voit que entre 2013 et 2020, les 30 millions d'euros que j'évoquais tout à l'heure, c'est le résultat de 3 fois ce qui était le coût en 2013. Donc entre 2013 et 2020, je vais essayer d'être un petit peu plus clair dans mon propos, les coûts ont triplé. Voilà, pour arriver à 30 millions d'euros. Et donc, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et là, eh bien, la prédiction, c'est qu'on va aller 2030 vers 50 millions d'euros, voire même beaucoup plus, si on continue à rester sur ce même modèle. Donc, vous voyez, on a quand même un vrai sujet sur le volet de l'édition scientifique. Et donc, c'est pourquoi, notamment, en 2017, il y a eu ce qu'on appelle l'appel de Jussieu. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet appel pour la science ouverte et la bibliodiversité. Qu'est-ce que c'est que la bibliodiversité ? C'est le fait de soutenir la diversité des acteurs de la publication scientifique et de mettre fin à la domination par un petit nombre d'entre eux qui dictent en fait les conditions. Ces monopoles, ils ont eu lieu dans bien d'autres domaines, pas uniquement dans le domaine de l'édition, dès lors qu'il y a un très grand oligopole, eh bien, c'est ce qu'on... on a ce type de mécanisme, de phénomène qui s'opère. Donc voilà, cet appel de Jussieu, il dit « Nous, acteurs de la publication scientifique en accès ouvert, nous affirmons que l'accès ouvert doit s'accompagner d'un soutien à la diversité des acteurs, etc. » Je ne vais pas vous lire l'ensemble des 8 actes ou important, mais je vais tout de suite au dernier. Priorité doit être donnée au modèle économique de publication qui n'implique le paiement ni par les auteurs pour publier, ni par les lecteurs pour accéder au texte. De nombreux modèles économiques équitables existent par soutien institutionnel, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, par implication ou souscription des bibliothèques, par commercialisation de services premium, c'est-à-dire le fait de faire payer en fait du service en plus. C'est le cas typiquement d'un acteur en France qui est Open Edition, par financement participatif aussi, par constitution d'archives ouvertes et qui ne demande qu'à être étendu et généralisé. Voilà, c'était vraiment cet appel qu'il faut que la communauté scientifique réagisse et appelle de ses voeux cette bibliodiversité. Je vais passer maintenant peut-être à quelque chose. Moi, je serais contente peut-être si on a un petit peu le temps de dialoguer par la suite pour savoir un peu comment vous
imaginer cette notion justement de droit d'auteur et comment conserver ces droits d'auteur. J'imagine qu'en art, c'est un sujet ô combien peut-être complexe et prégnant. Donc juste expliquer très rapidement ce qui a été mis en place pour permettre aux auteurs, au moment où ils vont soumettre une publication à une revue, un journal, ce qu'on a appelé la stratégie de non-cession des droits. Ce qui se passe en fait, lorsqu'on écrit un papier et qu'on le soumet, eh bien l'éditeur vous fait signer un contrat dans lequel en fait il vous fait signer que vous abandonnez vos droits. Voilà. Tout simplement. Et donc, cette stratégie de non-cession des droits, c'est quelque chose qui a été élaboré, je l'évoquais tout à l'heure, sans rentrer dans le détail, par la coalition S, et qui exprime justement le fait qu'il est important que chaque auteur et co-auteur puisse ne pas céder les droits d'utilisation. Après, vous ne pouvez plus rien faire de votre article, il ne vous appartient plus. Voilà, donc cette stratégie, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais cette stratégie de non-cession des droits, c'est réellement un bénéfice, un outil au bénéfice des chercheuses, des chercheurs, pour qu'ils puissent justement conserver suffisamment de droits et justement permettre la mise à disposition en accès ouvert immédiat. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais peut-être, et j'imagine que sur les productions artistiques, les Creative Commons sont un outil. Les Creative Commons, c'est licences qui détaillent un peu les différentes possibilités d'utilisation, de réutilisation, de diffusion, d'apporter de la valeur ajoutée. Ça a permis de donner aussi un cadre pour les différentes non seulement publications et données de la recherche. Donc là, il s'agit de dire, eh bien, ma publication, elle a déjà une licence qu'on appelle CC BY, c'est-à-dire que chacun peut la réutiliser à condition de mentionner l'auteur. Et donc, je ne céderai pas mes droits à l'éditeur. Voilà, je ne vais pas aller trop dans le détail là-dessus. Peut-être un petit mot sur qu'est-ce que ça donne, toutes ces politiques, ces sensibilisations, ces mesures qui sont prises par les agences de financement, les plans nationaux. Et donc, c'est important de mesurer l'impact de ces politiques publiques sur les pratiques de sciences ouvertes, justement, des chercheurs. Qu'est-ce que ça donne? Alors, pourquoi donc on a cherché à monitorer, suivre, à voir cet impact. Et donc le ministère a réalisé ce qu'on appelle le baromètre français de la science ouverte, le BSO, donc en 2019. Donc vous voyez, ça reste très récent, mais ça donne déjà vraiment des éléments de l'évolution et de l'impact des politiques publiques. Donc bien sûr, l'objectif, ça va être d'évaluer l'impact de la politique nationale de sciences ouvertes, de permettre d'affiner, d'ajuster. Notamment, on va le voir, il y a bien sûr des grosses différences en termes disciplinaires de domaines scientifiques dans l'adoption de ces pratiques. Et de regarder bien sûr l'évolution dans le temps. Donc là, ce baromètre, il se focalise sur toutes les publications, donc au moins un des auteurs est affilié à une institution française. Et on ne considère les publications qui possèdent ce qu'on appelle un DOI, c'est-à-dire un identifiant numérique d'objet qui soit... donc un identifiant unique. Et ça, en fait, cet identifiant, il permet, comme sa mission, d'identifier, de référencer, de citer et de fournir un lien durable à tout type de ressources, d'ailleurs pas uniquement les publications, mais dont les publications.
Alors, rapidement, ce que vous voyez là, c'est l'évolution. Donc 2022, quand on observe en 2022 toutes les publications de 2021, eh bien, il y a 67% de la production française de ces publications qui aujourd'hui sont en accès ouvert, ce qui est une progression de 6 points. Et ce qui est intéressant, vous voyez, le plan national, il date donc de 2018. 2018, on était à 38%. Et en quelques années, eh bien, on a une véritable adoption des pratiques. Quelque chose qui est peut-être plus proche de vous, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui feront peut-être des thèses par la suite, un doctorat. 74% des thèses de doctorat soutenues en 2020 sont également en accès ouvert. Voilà, ça c'est le nouveau, le baromètre dans sa version la plus récente de mars 2023. Et puis, je ne parlerai pas beaucoup en fait, parce que c'est un très très gros sujet, peut-être encore plus complexe que celui des publications sur les données de la recherche. Je l'ai surtout un peu évoqué. Mais donc 22% des publications qui sont françaises parues en 2021 et qui mentionnent la création de jeux de données ont partagé ces jeux de données. Alors, les jeux de données, ça couvre énormément de choses, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant ici, avec ces jolis points ici, c'est de voir la dynamique, en fait, champ disciplinaire par champ disciplinaire. Alors, on voit que les mathématiques, eux, ils étaient déjà très sensibilisés à l'accès et la diffusion de leurs travaux de recherche, mais ils ont continué, donc les mathématiques c'est tout en haut, à progresser, et donc ils sont toujours, si l'on peut dire, en tête en termes de taux d'accès. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les sciences humaines, par exemple, qui n'étaient pas forcément les plus sensibilisées à l'accès ouvert, eh bien là, il y a eu une véritable dynamique puisque ils ont dépassé les 50%. On voit vraiment que cette dynamique, elle est importante. Elle est importante aussi pour une autre communauté qui était peut-être moins sensible au départ, aussi pour des raisons peut-être plus proches de l'industrie. C'est les communautés des chimistes. Vous voyez que les chimistes, donc on est là, au milieu, eh bien, il y a une véritable dynamique qui s'est instaurée. Voilà, le baromètre français de la science ouverte, c'est 70 organismes qui ont décidé de décliner sous forme de baromètre local pour voir la production de telle ou telle université. Eh bien, ce que ça a donné, vous pourrez consulter. Vous voyez tout en bas, à droite, Sorbonne Université. Vous pourrez consulter le baromètre de Sorbonne Université. Donc, c'est toute la production des chercheuses et chercheurs de Sorbonne Université, voir le taux et l'évolution en accès ouvert. Alors, je vais passer maintenant, je l'ai évoqué à plusieurs reprises, à l'articulation entre sciences ouvertes et évaluation de la recherche. Évaluation de la recherche, c'est évaluation de chercheurs pour la promotion carrière des chercheurs, évaluation des établissements, des organismes de recherche, évaluation des projets de recherche. Donc ça couvre un peu tout ce spectre-là. Dans les conclusions de sa réunion du 1er décembre 2020 sur le nouvel espace européen de la recherche, le Conseil compétitivité de l'Union européenne a souligné que la science ouverte avait un rôle crucial à jouer pour renforcer, on a dit, l'impact, la qualité, l'efficacité, la transparence, l'intégrité de la recherche et de l'innovation. Et aussi pour rapprocher science et société. Et toutefois, le système actuel d'évaluation de la recherche, des chercheurs, je le disais, des institutions, n'encourage pas suffisamment et ne récompense pas suffisamment la qualité de l'ensemble des productions de la recherche dans toute leur diversité. C'est-à-dire qu'on va être
attentif surtout à la production sous forme de publication, alors qu'il y a beaucoup plus, l'étendue des produits de la recherche est beaucoup plus large que ça. Donc le système d'évaluation, voilà, s'appuie, tel qu'il est aujourd'hui, s'appuie beaucoup trop sur, d'une part, ce qu'on a appelé les indicateurs bibliométriques, je le disais, on parle de facteurs d'impact d'une revue ou de H-index d'un chercheur. Il faut oublier ces termes parce qu'ils n'ont plus de raison d'être utilisés. Voilà. Là aussi, je voudrais vous montrer avec ce schéma un peu la progression. En 2012, il y a ce qu'on a appelé la DORA, la déclaration de San Francisco. Cette déclaration, ça vient aussi de la communauté des biologistes, en disant que il y a un besoin pressant d'améliorer la façon dont les résultats de la recherche sont évalués par les agences de financement, comme l'ANR, par les institutions académiques ou par toute autre partie. 2015, c'est le manifeste de Leiden pour la mesure de la recherche. Nous avons observé avec une inquiétude grandissante le mauvais usage des indicateurs dans l'évaluation de la performance scientifique. C'est Diana Hicks qui dit ça dans le manifeste de Leiden pour la mesure de la recherche. 2018, je l'ai mis quand même, l'ANR donc a signé cette déclaration en disant en tant qu'agence de financement, nous allons changer, modifier nos pratiques d'évaluation des projets de recherche. 2021, on est à 61 organisations qui sont en France uniquement signataires de DORA, plus de 2500 et surtout dans 153 pays. Dans le plan national que j'évoquais tout à l'heure, inscrire les pratiques de sciences ouvertes nécessite de faire évoluer le système d'évaluation. Horizon Europe, le programme européen également. Et 2022, je vais m'attarder un petit peu plus là-dessus, c'est le lancement de ce qu'on a appelé COARA, c'est-à-dire la coalition pour faire avancer l'évaluation de la recherche, pour la réforme de l'évaluation de la recherche, et qui est d'ailleurs un peu issu de l'appel de Paris, justement, sur l'évaluation de la recherche. Alors, cette coalition, pour aller vers une réforme de l'évaluation de la recherche, donc c'est très récent, 2022, c'est aussi une très grande rupture, en fait. Comment est-ce qu'on va évaluer? Ça pose plein de questions. Lorsqu'on discutait un peu avec Yann, je dis ça remet complètement aussi en question de qu'est-ce qu'une recherche de qualité. C'est quoi on a beaucoup parlé d'excellence, de qualité, une recherche de qualité. Voilà. Ces concepts, il faut peut-être aussi les repenser. Alors, cet accord, en fait, il y a un agrément qui a été un accord plutôt qui a été signé par un certain nombre de signataires, dont l'ANR également. Il définit donc cette orientation commune pour modifier les pratiques d'évaluation de la recherche. Encore une fois, les chercheurs, les organismes, et l'idée étant bien sûr de maximiser la qualité et l'impact. Ainsi, l'accord comprend les principes, engagement, calendrier des réformes et définit des principes d'une coalition d'organisations désireuses de travailler ensemble à la mise en œuvre des changements. Bien entendu, là aussi, je l'ai dit, la recherche et la science n'a pas de frontières. C'était vraiment important. Donc là, c'est une initiative européenne, mais néanmoins qui a vraiment vocation à être internationale. On ne peut pas être dans un système où les chercheurs d'un pays vont être évalués peut-être d'une certaine façon et puis d'un autre complètement différemment. Ça ne pourrait pas fonctionner dans l'ensemble du système de recherche global, mondial. Donc il y a 4 principaux engagements. Je le disais, reconnaître la diversité des contributions à la recherche et des carrières, conformément aux besoins et à la nature.
de la recherche. Donc la diversité des contributions, c'est aussi bien justement des jeux de données, participer à l'élaboration de standards, des corpus d'intérêt, etc. Fonder l'évaluation de la recherche principalement sur une évaluation qualitative et non plus quantitative, donc pour laquelle l'examen par les pairs est central. Vous savez que la recherche et l'évaluation de la recherche est un principe, c'est l'évaluation par les pairs, et soutenu par une utilisation responsable d'indicateurs quantitatifs, utilisation responsable. Il ne s'agit pas de les balayer, notamment par exemple des indices de citation, mais d'en faire une utilisation raisonnable et raisonnée. Abandonner donc l'utilisation inappropriée de mesures qui sont basées sur ce qu'on a appelé, je vous le disais, le facteur d'impact ou le H-index, qui sont des mesures tout à fait inappropriées et biaisées. Voilà. Et vous entendez souvent parler aussi des classements. Donc éviter l'utilisation des classements des organismes dans l'évaluation de la recherche. Voilà, j'ai bientôt fini. En guise un peu de grande conclusion, je voudrais revenir sur cette définition un peu de la science ouverte, j'allais dire 30 ans après. Donc il y a 30 ans, naissance de l'Internet, ça a bouleversé l'accès au savoir. Aujourd'hui, on est donc dans une appropriation, un relais politique très fort, avec un contexte étendu et élargi. Jusqu'à présent, je ne suis pas sûre d'avoir encore, si je l'ai évoqué quand même, les recommandations de l'UNESCO en 2021. Et avec, vous voyez, on est parti en une première définition au début de cette intervention. Aujourd'hui, une définition étendue, c'est la science ouverte qui est définie comme une construction inclusive qui combine en fait beaucoup de choses, des mouvements variés et des pratiques variées, et qui ont pour objectif donc une littérature scientifique qui soit multilingue et une connaissance, un accès à la connaissance qui soit donc multilingue, en accès ouvert, utilisable par tout à chacun. Le but du jeu étant de renforcer les collaborations scientifiques, le partage pour le bénéfice de la science et de la société. Et un deuxième concept vraiment très, très fort, c'est d'ouvrir donc ces processus de création de connaissances et d'évaluation et de communication, de ne pas les restreindre aux acteurs académiques, mais de les ouvrir aux acteurs, à tous les acteurs de la société. Et encore une fois, je pense que la pandémie a accéléré cette réflexion. Alors du coup, aujourd'hui, la science ouverte, c'est tout ça. Ce sont des valeurs. La qualité, l'intégrité, l'intérêt collectif, l'équité, la justice, la diversité et l'inclusion, sont quand même des mots forts. Des principes, transparence, contrôle, reproductibilité, une sens de pouvoir être reproductible, égalité des chances, responsabilité, respect, obligation, réditionnelle, la collaboration, participation, inclusion, flexibilité et durabilité, bien entendu. Je vais passer sur les piliers, en fait. Ils reprennent ce que l'on vient déjà de voir. 7 domaines d'action dans ces recommandations de l'UNESCO. Promouvoir une définition commune, cette définition justement commune internationale. Instaurer un environnement politique favorable, encourager une culture de la science ouverte, investir dans les ressources humaines, promouvoir des approches novatrices. On est à un moment où la porte est vraiment ouverte à de l'innovation pour différents modèles, promouvoir la collaboration, la coopération internationale, et puis, c'est important, investir dans des infrastructures et des services pour permettre tout ça. Et je terminerai donc justement par cette promesse, une promesse forte que fait l'UNESCO,
la science ouverte a vraiment le potentiel d'augmenter la qualité de la science et de faire que tout le processus scientifique, de la recherche scientifique, soit plus transparent, plus collaboratif et plus inclusif. C'est quand même un vaste programme. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, j'ai mis évidemment les petits en savoir plus. Je pourrais peut-être, si tu veux, Yann, te donner les slides avec... et peut-être, je ne sais pas, non, tu m'as dit, il n'y a pas encore de doctorants dans la salle? Il y a des futurs doctorants. Futurs doctorants, guide pratique à l'usage des doctorantes et des doctorants, passeport pour la science ouverte, un guide extrêmement pratique qui est très, très pratico-pratique sur comment adopter des bonnes pratiques lorsque l'on est doctorante ou doctorant. Voilà. Et puis le site, un site extrêmement complet, qui est le site du ministère Ouvrir la science. Et puis, parce qu'il est toujours question de terminologie, le site Lothaire, qui est un thésaurus, le thésaurus sur la science ouverte, que je vous ai mis là, où vous pourrez avoir toutes les définitions que vous souhaitez. Voilà. Alors, je te passe ça, comme ça tu pourras me le copier directement. D'accord. Ça sera plus simple. Et on essaiera donc évidemment de discuter avec ceux qui veulent se diriger vers... Le mien, il marche très bien, si ça va. On essaiera de se diriger vers un approfondissement de tout ce que tu nous as transmis ce soir avec ceux qui se destinent à la recherche. Mais ça peut également intéresser les autres, évidemment, parce qu'on a parlé d'édition, on a parlé d'accessibilité de connaissances, on a parlé d'accès à des technologies aussi qui peuvent impliquer... Code source, logiciel, voilà. Absolument. Mais autant l'artiste... quand elle crée, ils sont tous donc investis dans une relation à leur pratique et à la monstration de cette pratique. Donc ils sont auteurs, mais dès que cette œuvre est montrée sans leur nom, à l'autre bout du monde, par exemple, dans d'autres contextes, et que c'est diffusé dans d'autres réseaux, d'une part, l'artiste peut ne pas être au courant de cette diffusion. Par ailleurs, ça peut devenir donc la propriété d'autres artistes ou d'autres entités ou d'autres éléments qui vont finalement s'approprier la réalisation et en même temps évidemment le gain éventuel d'une commercialisation. On voit ça dans l'art, on voit ça dans la publication, on voit ça dans les écrits, on voit ça dans tout ce qui se fait en ce moment et aussi dans l'industrie. Partout finalement. Donc tout ce qui nous constitue, y compris les composants de nos éléments inséparables maintenant, comme l'iPhone, le smartphone, enfin tous ces éléments-là, les ordinateurs, tout ça finalement nous met sous contrôle, nous permet d'avancer énormément, mais nous met sous contrôle également. Et donc je crois qu'à ce niveau-là, l'ANR et ce que tu nous as montré avec la science ouverte permet une mise en réseau. Et donc, on fait avancer les connaissances, y compris de ce qui peut être une forme de désappropriation de la création qui nous échappe. Et je vois par exemple la fondation Giacometti a été récemment donc investi dans des missions de dépistage aussi, de falsification, de contrefaçon. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, grâce à cette collaboration entre États, entre universités, entre chercheurs, eh bien, il y a une capacité comme ça d'élargir le rayon de dépistage et donc de trouver immédiatement ce qui pouvait être posé problème et ce qui pouvait être aussi arrangé, parce qu'une fondation comme Giacometti par exemple, eh bien, elle va faire des conventions avec des parties prenantes qui auront envie de citer entre guillemets Giacometti, mais elles peuvent tout à fait le citer, mais il va falloir qu'elles payent des droits, ou il va falloir, s'il y a falsification ou s'il y a inspiré à l'image de Giacometti, il va falloir aussi payer des droits ou créer une entente
cordiale entre structures. Donc je pensais à ça parce que finalement, dans les métiers qui vont être les métiers de nos étudiants, il y aura certainement une relation très étendue avec... Donc, au revoir. Au revoir, c'était très, très sympa d'arriver en retard et de partir en avance. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est très important je pense, d'être vraiment au fait de ce qui se passe dans ces pratiques. On va essayer d'être très attentif à ça pour le futur de vos métiers, qui est quand même ce sont des métiers qui sont sensibles, parce que vous serez à même d'être aussi les interprètes de ceux qui veulent peut-être avoir plus de profit. Et donc, s'ils veulent avoir plus de profit, ils vont bien évidemment vouloir acquérir vos capacités de vous mettre aussi donc dans des trajectoires qui ne sont pas forcément louables. Hein, ce ne sont pas des trajectoires louables, ce sont des trajectoires qui sont finalement plutôt au bénéfice de la finance et de la monétisation des œuvres d'art. Donc je pense que ça, ce n'est pas forcément l'idéal d'un artiste ou d'un scientifique que de penser la monétisation de sa création. Ou alors, évidemment, pour avoir plus de popularité, etc. Mais ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça n'enlève pas de la popularité que de au contraire. Ouvrir. Voilà, donc je pense que c'est très important d'aller dans ce sens-là. C'est aussi très important, je le rappelais comme ça en m'énervant un peu, mais de respecter nos invités. Et je pense qu'il faut vraiment, quand on a quelqu'un de professionnel comme toi qui vient, arriver à l'heure et partir à l'heure. Et donc c'est très important parce que comme quand on fait un vernissage, on est à l'heure du vernissage, on n'a pas fini son œuvre le lendemain. Quand on rend un papier, il faut le rendre au moment où on demande. Il est soumis à un moment donné, on va répondre à un appel, ensuite il faut rendre ce papier. Voilà. Et je parle en connaissance de cause parce que je suis souvent soumis à la pression de mes collègues parce que j'ai aussi des problèmes de compression de temps. Donc faire les choses bien quand même aussi. Et c'est très important. Je pense que l'ANR nous pousse à le faire puisque nous déposons souvent des projets à l'ANR, et ça c'est très important également. J'en ai dirigé un, ça s'appelait Abrir, c'est une relation entre art et management avec l'université Paris-Dauphine. C'était très intéressant parce que ce type de logique nous a amené à travailler dans plusieurs cadres de disciplines. C'était le théâtre, c'était le management, c'était les mathématiques et la création artistique plastique. Et finalement, je pense qu'on a étendu le champ d'interconnexion. À un moment donné, tu montrais dans la coalition cette nécessité non pas d'interconnecter les données, mais d'interconnecter aussi les personnes et les individus. Oui, alors c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas évoqué, mais tu as raison, et la science ouverte favorise vraiment l'interdisciplinarité, très clairement. Le fait de pouvoir accéder à d'autres, aussi une littérature qui n'est pas forcément à l'origine celle de sa discipline, ça évoque aussi, ça permet aussi, ça suscite aussi non seulement de l'intérêt, et puis peut-être des idées pour sa propre pratique, et c'est tout à fait vertueux, effectivement. Et l'ANR finance avant tout des projets collaboratifs, effectivement. Alors justement, peut-être que vous ne serez pas forcément amené à faire de la recherche, mais peut-être que vous collaborerez plus tard avec des scientifiques. Et tu disais que c'était ouvert au-delà du monde scientifique. Exactement. Ça, c'est un des grands principes. Et tu vois, tout à l'heure, si vous allez écouter aussi le film d'intervention de Marin Dacos, en fait, il montre à quel point les gens qui accèdent à la littérature scientifique, bien entendu qu'il y a la communauté scientifique, mais il y a énormément d'entreprises qui se renseignent, qui ont besoin d'accéder à la littérature scientifique. Je le disais, les citoyens, tout un chacun. Et donc, en fait, c'est les fameux lecteurs, peut-être qu'on considère comme lecteurs inattendus, mais qui, en fait, sont là de façon massive. Donc, ça concerne effectivement tout le monde. Alors, il nous reste un peu de temps, justement, pour pouvoir passer aux questions.
Donc vous avez sûrement beaucoup de questions à poser concernant ce cadre. Je rappellerai d'ailleurs qu'on est en ce moment évalué. Nous sommes évalués par l'État, par la HCERS. Je connais bien aussi ces entités. Nous aussi. Voilà, vous aussi, voilà, on est tous évalués. Et c'est intéressant parce que ça nous permet à chaque fois eh bien de préciser certains points, de s'expliquer auprès de la communauté pour rappeler une énième fois ce qu'on fait, qui on est, où nous allons. Donc en reprenant cette fameuse toile de Gauguin, d'où venons-nous, où sommes-nous, où allons-nous. Voilà, on est un peu en permanence en train de faire ça dans les périodes d'évaluation. Et puis, donc, on se déplace, on répète à des gens qui ont l'impression qu'ils savaient déjà, mais il faut répéter d'une manière différente. Et puis, on ouvre des nouveaux champs. Non. Tu suivras après, d'accord. Une question. Bonjour, merci pour tout. C'est une question très simple, mais qui me taraude un peu. C'est juste savoir comment vous choisissez vos sujets de recherche finalement. Parce que le cadre est bien défini, c'est numérique, etc. Mais vous, qu'est-ce qui vous attire dans les sujets de recherche que vous choisissez? Alors en fait, peut-être j'aurais dû préciser. Moi, je fais plus de recherche du tout depuis un bon moment, parce que j'ai basculé, on va dire, de l'autre côté, puisqu'à l'agence, on fait du financement de la recherche. Donc, je peux vous expliquer, il y a longtemps, donc plusieurs décennies, en fait, moi, je faisais du dialogue homme-machine. Je faisais je travaillais en reconnaissance automatique de la parole. Voilà, c'était un sujet qui... je suis venue à donc de l'informatique, en fait, et de l'IA. Voilà, on disait plutôt des réseaux de neurones, on disait plutôt ça à l'époque, on disait aussi de l'IA, puis maintenant on dit... Le numérique, c'est de l'IA. Voilà. Mais cela dit, maintenant, c'est fini depuis longtemps. Maintenant, je fais du financement de la recherche. Merci. Oui, alors ça me permet de rebondir. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement quel est ton quotidien dans ce cadre? Parce que je te vois aussi intervenir, parce que tu es en mission aussi pour expliquer tout ce que cela amène de conséquences pour la recherche, mais bénéfiques souvent. Mais en même temps, tu accompagnes les acteurs pour leur expliquer comment ils peuvent s'inscrire dans ces modes de financement. Oui, c'est ça. Alors juste, je peux vous donner quelques mots un peu sur l'agence nationale de la recherche. C'est donc une agence sous tutelle du ministère de la Recherche. C'est l'agence de financement de la recherche sur projet. Il y a différentes façons de faire de la recherche. Tu l'as dit, le fait de le faire sur projet, c'est une façon de collaborer un peu particulière. Donc l'agence finance ce type de recherche. À l'agence, il y a 5 départements scientifiques qui couvrent un peu l'ensemble du spectre. Il y a un département biologie santé, un département environnement écosystème ressources biologiques, un département sciences humaines et sociales, un département numérique et mathématiques, et j'en ai oublié un, sciences physiques, ingénierie chimie, c'est le dernier. Voilà. À l'agence, moi, je suis entrée dans le département numérique et mathématiques parce que c'est ma formation, et donc j'ai été amenée à diriger pendant quelques années ce département. À ce titre-là, donc, on organisait l'évaluation des projets de recherche, et puis on montait donc des programmes de recherche. On a à l'agence un grand appel qui s'appelle l'appel à projet générique, et là c'est ce qu'on appelle de l'investigator driven, où on n'est pas du tout prescriptif. Chaque chercheuse, chaque chercheur peut déposer un projet où il dit voilà, moi j'ai envie de travailler sur tel sujet. Voilà, selon aussi quand même la politique scientifique de son établissement, mais ça n'est pas prescriptif. En revanche, on peut avoir aussi des programmes. Un programme, là, on va lancer dans le cadre d'un programme, d'un appel, en donnant plutôt des directives. Je vais prendre un exemple très concret. Vous avez peut-être entendu parler de la chlordécone.
Ça vous dit quelque chose, ça, la chlordécone? Oui? Qui c'est qui dit oui? Ah. Pardon? Absolument. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un pesticide, en fait, qui a été utilisé pendant des années pour la culture des bananes en Guadeloupe. Et en fait, ce produit s'est avéré être extrêmement toxique, cancérigène, etc. Donc il a été arrêté, mais arrêté très tardivement. Et en fait, aujourd'hui, la Guadeloupe est confrontée à un véritable problème de santé publique, confrontée au sol. Ça a pénétré très profondément, effectivement, dans les sols. Et donc, aujourd'hui, les populations subissent le dégâts de l'utilisation de ce pesticide. Donc, problème de santé publique, eh bien, donc l'ANR a lancé un appel à projet qui s'appelle Chlordécone, avec bien sûr le partenariat fort avec la Guadeloupe pour soutenir des recherches pour contre en fait les effets de cette substance, par exemple. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle aussi du bottom-up, c'est prescriptif. On a pu lancer aussi des appels, alors en intelligence artificielle beaucoup, parce que c'est un large sujet d'actualité, et puis surtout parce que ça a des ramifications dans tous les secteurs, que ce soit la santé, bien sûr, beaucoup, en art, tu l'as dit, beaucoup également, au monde des transports, au monde de sécurité, enfin voilà, donc évidemment les sujets en IA. On peut avoir aussi des appels aussi spécifiques. On a eu un appel flash ouragan au moment de l'ouragan en Haïti aussi, par exemple. Voilà. Donc vous voyez deux types de programmation. Une qui est complètement dite bottom-up, c'est-à-dire investigateur des jeunes, les chercheurs décident sur quoi ils veulent travailler, et puis une autre qui est un peu plus prescriptive. Alors dans le droit fil de cette réflexion, il y a deux événements finalement. Il y a un événement qui est celui du dépôt d'une demande à l'ANR. On va proposer un projet, des gens vont s'agréger ensemble, vont s'allier pour créer donc un projet. Et ce projet ensuite, il va répondre pour être doté. Il va être doté de centaines de milliers d'euros. Et pour certains, même ça peut être beaucoup plus élevé. Enfin, il peut y avoir des... Oui, enfin, dans le cadre de ce grand appel à projet qui est complètement donc, à l'initiative des chercheurs, on est à peu près en moyenne sur 450 000 euros par projet. 450 000 euros. Donc, j'ai cru comprendre que donc, on a des comités d'évaluation qui vont se réunir. Mais qu'en est-il de la façon dont nos partenaires européens, par exemple, vont contribuer soit à l'évaluation, soit à une mise en relation avec ce que fait l'ANR? Parce qu'il y a l'Agence nationale de la recherche, et puis j'imagine qu'il y a aussi une agence européenne de la recherche, ou quelque chose un peu de similaire qui va permettre une relation, une interrelation entre les Européens, y compris même d'ailleurs en ce moment sur les sujets ukrainiens. Je me tourne vers Anna, mais voilà, par solidarité. Et donc, il y a cette relation-là qui est aussi en perspective, parce que j'ai le sentiment quand même que la recherche européenne, elle a une certaine identité par rapport à la recherche états-unienne, par exemple. Je me tourne vers un collègue également des États-Unis. Donc, il y a cette possibilité quand même d'asseoir une certaine identité européenne. Oui, alors il y a le fameux programme cadre, H2020 et maintenant Horizon Europe, qui sont des programmes sur 7 ans, et qui, voilà, donc ça c'est très gros
programmes avec des gros projets, des plus petits projets, et qui permettent une collaboration transnationale. En général, alors c'est pas la règle absolue, mais c'est quand même la règle générale. Il faut au moins 3 pays différents pour participer au projet européen. Oui, voilà, pour les projets européens du programme cadre. Il faut, en général, 3 pays, mais ça peut être plus. Il y a des projets qui réunissent beaucoup plus de pays. Et puis, à l'ANR, on a ce qu'on appelle des accords bilatéraux avec nos homologues, parce qu'on a des homologues effectivement en Europe et pas uniquement. On travaille avec la NSF aux États-Unis, à l'agence américaine de financement, avec la DFG en Allemagne, avec le FWF en Autriche, avec Singapour également, enfin un certain nombre de NSERC au Canada, voilà, on ne peut pas tous les citer, mais et dans ces cas-là, en fait, on a des accords donc bilatéraux et l'évaluation des projets peut se faire soit de chaque côté, soit c'est une agence à tour de rôle qui va organiser l'évaluation des projets. Alors maintenant, j'ai une question qui concerne la question des brevets. Il en sera question également dans le cadre de notre rencontre avec Laurent Bally, notamment avec les SAT. Les brevets, comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser? Parce que c'est une grande question qu'on se pose aussi en art. On pourrait déposer des brevets, parce que les brevets, c'est pas seulement l'invention d'un nouveau type de brosse à dents ou de quelque chose qui va finalement te permettre de reposer mieux tes cahiers sur une table d'université. Je veux dire, on est dans une relation où l'œuvre d'art, pour être aussi, non pas utile, mais en tout cas fait partie du quotidien, va avoir peut-être un impact vis-à-vis de tel ou tel comportement. Notamment aujourd'hui, on voit bien que la montée d'un SDG, 18e SDG, qui serait lié culture et art, pourrait être tout à fait intéressant pour justement accompagner l'impact de l'art vers les nouveaux comportements environnementaux. Donc, est-ce que la question des brevets est aujourd'hui approfondie dans le cadre des sciences humaines ? Est-ce que les brevets peuvent être envisageables dans le cadre des sciences humaines ? Alors, je pense qu'il va falloir que tu attendes l'intervention de Laurent, parce que joker sur la question des brevets, je suis vraiment pas totalement incompétente sur ce sujet, vraiment. Mais je pense que Laurent pourra te dire tout ça. D'accord. Sur un autre biais qui pourrait peut-être être en liaison avec ce que tu fais, parce que nous, on a des collègues mathématiciens qui travaillent beaucoup sur des statistiques. Et la façon dont les lobbies, au niveau de l'Europe, influent sur les décisions, et notamment, à certains moments, des lois, évidemment, mais ça peut être aussi des recherches scientifiques, ça peut être beaucoup de choses. Comment est-ce que vous posez des jalons, à certains moments, pour ne pas être soumis finalement à la mainmise, soit l'opposition à l'émergence d'un projet. Par exemple, si un projet est proposé, finalement, il va être arrêté parce que éventuellement il ne correspondra pas à un autre projet qui pourrait être lui lié à des intérêts. Enfin, il y a des lobbies finalement qui existent en Europe, enfin en tout cas dans la communauté européenne. Et comment est-ce que l'ANR pose des jalons pour que ce qui est inventé par les groupes de recherche, qui peut avoir une résonance au niveau commercial, recherche, même éducation, puisse être pleinement entendu, sans qu'il y ait, je dirais, des freins qui sont liés plutôt à des intérêts économiques. Alors bon, si je suis pas sûre d'avoir complètement... peut-être qu'il y a une précision qu'il faut que je donne. Vraiment, à l'agence, on est là pour organiser l'évaluation. On ne fait pas l'évaluation, on l'organise. C'est un principe d'évaluation par les pairs. Donc on réunit des experts français, des experts européens, des experts internationaux. On organise cette évaluation. Si le comité constitué considère que tel ou tel projet est
de qualité et a les moyens de ses ambitions, etc. Donc, ce projet va être financé. Ensuite, l'ANR instruit le financement, la contractualisation et le financement des projets. En revanche, tout le déroulement du projet, toutes les notions justement de propriété intellectuelle, dans le cadre d'ailleurs d'un partenariat public-privé. L'ANR finance aussi des projets de partenariat public-privé. Tout ceci est complètement du ressort de l'organisme ou de l'établissement ou de l'entreprise dans le cas d'un partenariat public-privé. Donc l'ANR n'intervient en aucun cas dans des choix, des déroulements du projet. D'accord. Bon, donc il y a d'autres organismes qui vont intervenir. Les organismes qui sont les bénéficiaires des subsides, du financement ANR et auxquels sont affiliés les chercheurs. D'accord. Alors, tu peux nous parler un peu du partenariat public-privé? Ça, c'est intéressant parce qu'on a plutôt souvent l'impression que l'ANR gère des choses qui sont plutôt publiques. Qu'est-ce que c'est ce partenariat public-privé, justement? Oui, alors on a ce qu'on finance, c'est beaucoup des projets, donc je le disais, collaboratifs, entre académiques, mais on a également une composante compétitivité et on finance des partenariats public-privé. Alors peut-être je vais prendre un exemple très très d'actualité puisqu'on a un dispositif qui s'appelle le LabCom. Ce dispositif LabCom, c'est un dispositif qui réunit un laboratoire et une entreprise. Et on a fêté aujourd'hui même, à la Maison de la Chimie, les 10 ans de ce programme. Et il y avait notamment, d'ailleurs, été présenté un LabCom qui réunit l'entreprise Comics AI et un laboratoire, je suis désolée parce que j'ai oublié son nom, sur donc des technologies d'intelligence artificielle au service de la lecture de bandes dessinées et de traitement de bandes dessinées. Voilà, dans ces cas-là, dans le cadre du dispositif de ce LabCom, eh bien, on finance uniquement le laboratoire et l'entreprise doit apporter des fonds propres. L'objectif étant qu'il y ait, à l'issue du soutien de l'ANR, eh bien, une pérennité de ce laboratoire commun. Maintenant, on a d'autres projets où là, on finance également l'entreprise. Voilà, c'est un dispositif aussi qui permet. Mais bien sûr, ça n'est pas voilà, ça. Ah, alors, bien sûr. Et alors, je le disais tout à l'heure, on a un programme qui s'appelle Science avec et pour la société et qui notamment invite aussi et sollicite des projets qui réunissent justement des acteurs d'une sphère beaucoup plus large que la sphère académique, donc la sphère artistique, associative, donc c'est aussi du domaine des sciences et recherches participatives, voilà, et là a complètement sa place dans ce type de dispositif. Une question. Bonsoir. Merci beaucoup. Ça a été très enrichissant et quand c'est le cas, comme normalement c'est le cas, j'ai beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit, mais je poserai peut-être l'une parmi elles un peu plus peut-être technique. Et ce serait que je pense, en fait, c'est une hypothèse dans ma tête, que la définition républicaine de l'université, du coup aussi les centres de recherche et les laboratoires associés, nous donne en fait cette image, cette représentation des sciences, et en général des connaissances qui sont des biens communs, comme on vient de voir, donc de nature en fait comme ça. Et c'est pour ça que
dans la définition républicaine, on dit que voilà, l'université est libre de faire ce qu'elle veut de la science. Donc c'est la connaissance comme fin en soi, du coup. Et je pense que c'est cette représentation-là qui nous dirige vers ce genre de politique, de démocratisation et d'universalisation de la science. Mais en fait, pour moi, c'est une question de propriété, de possession. Et je pense que vaudrait mieux peut-être voir avec les industries aussi et faire de sorte que eux aussi ils soient un peu contraints à rendre public un certain un certain nombre de leurs produits ou de leur manière pardon, je bafouille ce soir. Pas de manière, mais de fonds de production, d'outils de production, tout en fait, tout cet ensemble économique de production qui ont été, comment dire, qui ont été appropriés à fond par des individus et des firmes en fait. Je pense que la science, comme elle génère des connaissances et des possibilités des connaissances et des systèmes de connaissances qui nous produiraient de quoi faire de l'industrie. Vaudrait mieux peut-être, je ne sais pas comment le dire, mais vaudrait peut-être mieux mettre de la contrainte aussi aux firmes de moments à autres. Les firmes nous ont déjà montré dans les éditions ce qu'on appelle empire éditorial, que pas mal de choses peuvent tourner mal et que les droits d'auteur peuvent être vraiment enlevés de ce lit-là. Mais est-ce qu'on pourrait faire la même chose aux industries, notamment on pense à Elon Musk, on dit tout le temps que voilà c'est un génie. Certains disent que c'est un génie, d'autres disent que c'est un fou, mais n'empêche qu'il a une manière cynique de dire que l'humanité, devant ce progrès, c'est comme une fourmilière. Quand on veut tracer une route, du coup, il n'y a même pas du transhumanisme dedans. Il y a tout ce qui est déshumanisé déjà dans sa pensée, dans sa pratique, mais on le contraint à rien. Il produit et on ne parle pas de la question de propriété en fait. On n'a jamais, on la frôle, mais on la pense jamais correctement. C'est ce que je pense en fait. Oui, on a donc en contrepoint tout ce contexte par rapport à l'ouverture. Il y a cette ouverture aussi différente qui est omniprésente dans nos vies, intrusive. Ah, oui, alors, vous évoquez beaucoup de choses dans vos propos. Donc là, je disais, ce que l'on... Effectivement, là où on peut mettre des contraintes, c'est sur la science qui se fait sur fond public. Sur la science qui se fait, et il y en a beaucoup qui se fait aussi sur fond privé. Bien sûr, il n'y a pas on n'a pas de levier. Mais, en fait, on se rend compte que, je le disais, on est mieux cité, on est une meilleure audience, ça fait une recherche de meilleure qualité. Donc, en fait, même des labos de recherche privés se sont rendus compte que ça avait un intérêt aussi de mettre en accès ouvert. Alors, en fait, il y a une distinction importante que j'ai peut-être revenir là-dessus, juste sur cette notion aussi de science ouverte. Bien sûr, l'important, c'est le partage des savoirs, mais on ne peut pas non plus partager tous les savoirs. En revanche, il y a une chose, et où là, on ne peut pas tergiverser, c'est que dès lors qu'il y a eu une publication, c'est-à-dire qu'on a rendu un savoir public, le chercheur a voulu le rendre public, il doit être accessible à tous. C'est ça aussi le principe de la science ouverte. C'est que dès lors que vous avez publié, donc que vous avez voulu que vos travaux soient connus, ils doivent être connus du plus grand nombre. Ça, c'est le principe de base. Et pas justement derrière ces barrières d'abonnement.
Je crois qu'il y a un monsieur qui... Alors le micro, ouais, je voulais savoir, puisque depuis le début, on parle uniquement de diffusion, transmission des savoirs. Est-ce que justement ce mouvement de sciences ouvertes, il répond pas aussi à un besoin de transparence du grand public vis-à-vis justement de ce qui se fait en recherche, des montants qui sont investis, et vous avez fait référence au Covid, et j'ai l'impression que ça l'est encore plus le cas du coup depuis cette époque-là, où on a vraiment ce sentiment d'avoir besoin en fait d'avoir accès à ces connaissances. Et deuxième petite question dedans, c'est est-ce que vous encourageriez des gens, entre guillemets, comme nous, qui n'ont pas énormément de capacités techniques dans ces sujets-là, à se documenter sur ces sources de données-là? Alors moi, je vous invite toujours à vous documenter si le sujet vous intéresse, parce qu'on l'a vu, hein, vous voyez quand même avec les recommandations de l'UNESCO, hein, c'est aussi un choix... c'est aussi des choix politiques quand même, hein, la science ouverte, vraiment. Juste, alors ça y est, j'ai oublié ce que vous m'avez dit au début, pardon. Oui, transparence. Alors là, on a un enjeu de transparence qui est évident. Vous avez absolument raison. Il y a eu une perte de confiance en la science, et qui est assez dramatique, hein, on va pas, parce qu'il y aurait de quoi faire toute une autre intervention sur la fake science, hein, au même titre, hein, que les fake news. Il y a aujourd'hui de la fake science. Il y a un chercheur qui s'appelle Guillaume Cabanac, à l'IRIT, à Toulouse, qui utilise des technologies d'IA, il est très bon, pour dépolluer la science. Il emploie le terme de dépolluer la science. Parce qu'aujourd'hui, on a eu... voilà, malheureusement, hein, la science n'est pas toujours à prendre. Voilà. Donc il y a ce sujet-là, et donc il y a eu, oui, il y a une défiance. Le pari aussi, hein, que font les gens qui croient en la science ouverte, c'est que justement, plus elle est ouverte, plus elle va permettre d'être reproductible. Il y a aussi une exigence maintenant qui est beaucoup plus importante. Par exemple, et c'est pas uniquement en biologie ou en médecine, mais lorsque on parle maintenant, vous savez, des data papers, hein, des publications et qui sont associées auxquelles on associe aussi, hein, le jeu de données, c'est de dire, ben voilà, moi j'ai tel résultat, on a un beau schéma, voilà, et puis je vous donne. Vous trouverez le jeu de données qui a permis de faire ça à tel endroit. Vous trouverez le code source que j'ai fait tourner pour obtenir cette figure ici. Voilà, c'est l'ensemble qui effectivement constitue, hein, la publication, et qui permet que tout un chacun puisse, hein, reproduire. Donc vous avez tout à fait raison, un enjeu de transparence très, très fort. Moi j'ai une question, Yann. Oui, Martine. On a dit, est-ce que tu dirais, au même titre qu'on dit que la science est cumulative, est-ce que tu dirais que l'art est cumulatif? Je pense que l'art se joue de la temporalité et de l'espace. Donc il est aujourd'hui particulièrement avec les concepts tels que l'Uchronie, par exemple, ou la dysréalité, du dysréalisme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que de Chatonsky, je trouve que finalement, l'art englobe des impressions, des émotions, des formes, et restitue, mais à travers l'artiste, mais ça peut être, finalement, on dit souvent, les idées sont dans l'air. Si un artiste ou une artiste restitue telle ou telle œuvre, ou qu'elle ou il a eu telle ou telle idée, ces idées vont naviguer et peut-être être réinterprétées, un peu tel le vol d'un papillon, etc., ailleurs, de l'autre côté du monde. Il y a des idées qui sont dans l'air, comme ça. Donc je pense que les œuvres et les réalisations de la pensée sont le fait de l'accumulation, non pas uniquement d'une trajectoire unipersonnelle, mais qu'au contraire, à l'image de la théorie de Stremiński d'avant-guerre polonaise, donc
à côté de l'Ukraine, à Ouch. Donc cette théorie de l'unisme, un peu à l'image de la monadologie de Leibniz également, il y a quelque chose qui fait que nous sommes des monades un peu isolées les unes des autres. On peut être hyper amoureux, on ne sera jamais en fusion avec la personne, mais en même temps, il y a quelque chose qui se joue, qui va être de l'ordre de l'émulation, et cette émulation-là va créer ce que Édouard Glissant appelait un sentiment de sublimation du réel, un facteur N+1 de sublimation du réel. Et donc cette sublimation du réel permet à certains moments, par capillarité, de réaliser une élévation de l'individu, voire même du collectif. Donc ouvre les corps et les esprits. Donc on est aussi sur les épaules de Darwin, en art. Certainement. Merci Martine Garnier-Rizet pour cette intervention.